Ali Akassa, quel plaisir. Avant de commencer, je demanderai à tout le monde, aux gens qui sont là, d'envoyer un petit coucou vraiment à Ali en planifiant l'émission et on a dit c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc justement, on se dit pourquoi choisir et ce lundi et justement c'est censé l'anniversaire d'Ali Akassia. Allo Afrique en profite pour te dire d'une part merci et bien fêter et bon école de café, longue vie et continuer à faire de belles choses agréables pour nous enrichir, pour enrichir la vie et laisser de bonnes traces sur la planète. Allez, Kassia, bienvenue encore une fois. Allo Afrique te dit bon anniversaire. Merci beaucoup, mon cher. Il faut pas quitter le monde qu'on a fort, non? Merci Ça marche, ça beaucoup. marche. Merci à Serge Rosenthal d'avoir souligné ce pionnier qu'est le groupe Les Schleu. Et je me sens très honoré de faire partie de ce panel. Moi, je me sens comme un petit pousset parmi ces grandes personnes. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous parler, comme Kessler me l'avait demandé, de les ramifications du compas, les racines, les principales racines du compas, et également les perspectives, surtout avec cette consécration au niveau, ça tombe bien, tu parlais de ma fête, mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est cette consécration du compas au niveau mondial. Le compas maintenant fait partie des valeurs culturelles de l'humanité. Alors, c'est pas rien, nous sommes, et l'humanité, on parle de 8 milliards d'individus, donc je crois que c'est une bonne chose. Donc, bravo compas, et bonne fête aussi compas, il fête ses 70 ans cette année. Et alors, sans plus tarder, qu'est-ce que le compas? Bon, le compas, c'est un genre musical qui mélange des rythmes traditionnels haïtiens, mais aussi qui a subi l'influence du jazz, de la merengue, et bien que plusieurs personnes essaient d'opposer la merengue et le compas. Et d'ailleurs, je suis très content que Serge l'a mentionné tout à l'heure pour montrer la diversité que les groupes compas, particulièrement les Schleu, euh, euh, cette diversité qu'ils offrent et qu'ils continuent d'offrir. Donc le compas, c'est aussi le funk américain. Le compas, c'est avec les instruments, on peut dire que le compas a aussi des racines européennes par rapport à l'instrumentation. Le compas, c'est le jazz, c'est le rock, c'est le hip-hop. Euh, dans le compas moderne, c'est le R&B avec le compas digital et le compas Guyane. Donc, je vais essayer de décortiquer tout cela et puis ensuite faire un survol des perspectives pour finalement que le compas devienne un gagne-pain pour les musiciens haïtiens et pour un très grand nombre de musiciens, parce qu'il est question de ça aussi. Il y a la valeur culturelle, mais la culture est devenue également un marché. Il ne faut pas l'oublier. Donc, d'abord, les influences du funk et c'est notamment dès les années 60. Il s'est ouvert au jazz. Alors, le compas s'est ouvert au jazz, puis ensuite au rock dans les années 70 et, au, au, et dans les années 90, 80 et 90, la palette s'est élargie sur le reggae, parce que on s'est rendu compte que beaucoup de merengues carnavalesques compas avaient, adoptaient le beat reggae, ou plutôt raga, euh, à partir de T-Vice, Sweet Mickey, ces groupes-là. On n'avait plus les merengues carnavalesques des années 80. Euh, Ensuite, donc le compas, c'est pas une musique statique. Le compas évolue. Le compas des années 60 est très différent de ce que nous avons aujourd'hui. L'ajout d'instruments électroniques et l'inspiration des styles modernes ont conduit à des lignes de basse plus prononcées, à des rythmes plus dansants.
donnant connaissance au compas digital dans les années 90. Rappelez-vous cette vague après Mhm. Zeclay, bien sûr, Zeclay, probablement, si c'était un groupe, si les musiciens de Zeclay n'étaient pas euh, des professionnels par ailleurs, qui faisaient autre chose que le, le s'ils ne faisaient pas autre chose que la musique, probablement Mhm. que Zeclay aurait pu devenir un groupe moderne, aussi prolifique et aussi connu mondialement que Kassav. Là, je suis en train de citer Robert Charlot, qui Mhm. avait fait une analyse, bon, malheureusement en privé, et, et il m'avait convaincu. Effectivement, Kassav avait, pardon, Zeclay avait le talent, avait Mhm. l'inspiration pour éclater au niveau mondial. Mais bon, c'était peut-être pas tout à fait la priorité absolue. Euh, le funk américain aussi a influencé le compas. Nous avons deux groupes phares avec un trait d'union qui est Monsieur Dadou Pasquet. Je le salue de là où il est. Et Magnum Band et, et Tabou Combo se sont beaucoup inspirés du funk pour produire leur musique. Et ça s'entend. Et c'est New York City d'ailleurs, ce rythme endiablé est un exemple parmi d'autres. Aussi, euh, nous avons la rumba congolaise qui a été une influence. Le compas a été influencé par la rumba congolaise, un style de musique qui a émergé de la République démocratique du Congo dans les années 50, mais originaire. Mais c'est extraordinaire de voir comment la musique évolue. La rumba congolaise est inspirée justement euh, par la rumba cubaine. Euh, on parle de la rumba cubaine, c'est fin 19e siècle et qui a connu son internationalisation et son apogée dans les années 20-30. Et d'ailleurs, il y a un groupe congolais, c'est Zaïko Langa Langa. Quand on écoute Zaïko, à un moment donné, j'étais DJ dans ma vie, et quand je passais du Zaïko Langa Langa, c'était du compas, un compas très ralenti, un compas style coupé cloué. D'ailleurs, c'est par hasard que coupé cloué a eu autant de succès dans les années Mhm. 70 au Congo, justement, où on avait couronné roi. Et ensuite, la guitare aussi. La guitare congolaise, c'est une guitare très mélodieuse, une guitare très mélancolique, comme on peut l'avoir dans le compas de coupé cloué et d'autres styles de compas. Euh, ensuite, les mélodies aussi. Les mélodies compas, les phrasés compas rappellent beaucoup cette musique africaine. Ensuite, il y a eu le jazz avec Caribbean Sextet, le jazz de la Nouvelle-Orléans qui est caractérisé par le rythme syncopé, une improvisation collective. Donc, c'est du compas. Et je Mhm. vous recommande le groupe Volo Volo. Allez écouter Volo Volo. Et notamment l'album Non en route. Et aussi une chanson, ça s'appelle Fait qu'on secoué. Et surtout les versions live, c'est du jazz. C'est du jazz en compas. Et qui n'a rien à rougir devant certaines pièces jazz. Parce que très souvent, certaines personnes croient que le compas, bon, c'est une musique des moments. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout une musique des moments, c'est une musique très élaborée. Évidemment, il y a du bon et du mauvais, et, comme dans tout rythme. Voilà. Alors, donc, ces influences multiples ont contribué à créer le compas, à donner un style de musique unique et riche qui reflète l'histoire musicale d'Haïti, l'histoire de la culture d'Haïti. Et, mais aussi, et j'insiste sur un point que je vais revenir là-dessus plus tard, il y a eu aussi comme influence les mouvements DJ. Mhm. Les mouvements DJ à travers l'Europe, notamment des DJ comme Tiesto,
comme euh, David Guetta, ce sont des gens qui se sont servis des boîtes à rythme et qui ont influencé plusieurs styles de musique tropicaux. Et en Haïti, on a euh, Tony Mix qui a, qui a en quelque sorte suivi cette lignée. Et Tony Mix, on peut le reprocher des fois ses paroles grivoises. On peut peut-être trouver qu'il a un petit peu américanisé, mais il a quand même permis euh, à l'émergence du rythme compagouillade. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sursautent quand on parle du compagouillade, mais compagouillade, il y a différents genres. Il y a le genre très hardcore qui, qui peut-être peut froisser certaines personnes un peu plus prudes, mais il y a aussi le compagouillade mélangé à du R&B, comme le fait Joe Edouard Filet, qui nous a donné notre deuxième disque d'or dans la musique haïtienne. Donc, vous voyez, le mal et le bien sont sur le même axe. Enfin, ce qu'on considère comme bien ou mal, Bien sûr. évidemment, c'est sur le même axe. Donc, il ne faut pas toujours catégoriser à partir peut-être des extrêmes. D'accord? Donc, essayez d'être plus ouvert et écoutez et faites des recherches aussi pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'évolution de la musique. Euh, donc, alors, les, les boîtes à rythme, venons-en. Là, Mhm. on est dans les années 90. C'est l'arrivée de Zinglin avec Gary Didier Pérez, Pires. Mhm. euh, un autre qui nous a quittés Malheureusement. dernièrement, et malheureusement, oui, et dans des circonstances assez dramatiques, je dirais. Et donc, oui, désolé, ça, ça vient me chercher. Mhm. Ouais. C'est Désolé. 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 Bon, comprends ça. Gary nous manque encore, on le sait. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, donc, le, on est dans les boîtes à rythme fin années 80, début 90, c'est Gary Didier Pérez avec Zinglin, c'est Sweet Mickey, c'est tous ces groupes musique, prog musique était un petit peu moins euh, euh, dans le style Zinglin ou Sweet Mickey. Musique était un petit peu plus élaboré en termes d'instrumentation, mais quand Mhm. même, tous ces groupes-là vont être sans le vouloir sans doute, les précurseurs du compagouillade en utilisant la boîte à rythme. Et encore une fois, je reviens à Robert Charlot, qui est lui-même le concepteur, l'influenceur, celui qui a fait la transition Mhm. et une transition qui perdure. Donc, c'est la première fois que un rythme dure aussi longtemps, un style plutôt, dure Mhm. aussi longtemps. C'est toujours du compas, mais en général, après 10-15 ans, Mhm. ça change. Et ce qui existait avant disparaît ou bien est oublié. Alors que là, la musique digitale euh, orchestrée par Robert Charlot est très bien interprétée par quelqu'un que j'admire. Je veux parler de Ancito Mercier. Mhm. Si Robert est le père, eh bien, je vous dirais que Ancito est le père adoptif. Okay? Parce que Ancito, on ne peut pas parler du compas digital sans parler de Ouais, Robert Charlot, c'est sûr, mais on ne peut pas non plus ignorer Ancito Mercier qui a. Et puis, je mettrai en troisième Fabrice Rousier, qui est un excellent claviériste également. Et quelqu'un qui est très généreux aussi Mhm. pour la musique haïtienne. Donc, euh, on, on va tomber rapidement dans
avec les boîtes à rythme, on va tomber dans une sorte de précision et de cohérence rythmique. Il y en a qui vont encore sursauter que je dis ça, mais c'est la vérité. C'est pas parce que moi, mes groupes, c'est McDonald's, c'est Tabu Combo, c'est Skacha, c'est Volo Volo, mes groupes préférés, mais il faut que je me rende à l'évidence. Ce que les gars font et ont fait pendant les années 80-90 et continuent à faire, continuent à développer, c'est extraordinaire. On, on, on ne peut pas juger euh, des, des genres, les genres du compas. Parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que je vais dire que le Schleu, c'est meilleur que Skacha? Est-ce que je vais dire que Skacha est meilleur que le Schleu? Non, c'est différent. Et donc, on a euh, euh, une, je parlais d'une précision et une cohérence impossible à atteindre par un Mhm. batteur humain avec les, les, les boîtes à rythme. Et la variété de sons aussi. Il y a Mhm. quelqu'un sur, malheureusement j'ai oublié de noter son nom, qui fait des capsules sur YouTube et qui décortique la musique digital. Et c'est extraordinaire le nombre de sons. Il faut avoir un casque pour écouter et puis pour voir tout ce qui se passe à travers cette musique. Donc, il y a une précision, il y a une cohérence, il y a une variété de sons, allant des tambours acoustiques aux percussions électroniques, et ce qui permet de créer des textures sonores riches et variées. Oui, je parle de richesse, malgré l'apparence qu'on dit, ah, mais c'est facile. Non, c'est pas du tout facile. Et il y a aussi la polyrythmie. Les boîtes à rythme peuvent jouer plusieurs rythmes simultanément, ce qui est humainement impossible. Mhm. On peut préférer le son de Tico Pasquet. On peut préférer le son de feu Herman No. C'est pas, c'est pas de ça qu'on va parler là. C'est pas, mais il faut reconnaître aussi le travail qui est réalisé. Et c'est dommage qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui font ce travail de vulgarisation pour nous démontrer réellement ce qui se passe. Et aussi, bon, l'automatisation qui peut créer une certaine monotonie, mais aussi en permettant d'automatiser les changements de rythme, de tempo ou de sonorité, ça facilite la création des arrangements. Donc, on Mhm. peut avoir, et des fois, on peut, si on, vous faites la comparaison, et si vous êtes pas trop partisan, vous allez voir, on va mettre de côté des groupes comme Skacha, comme Frères des gens, comme Schleu, comme Tabu Combo, Mhm. Magnum Men, évidemment, Kaiden 67. En mettant de côté ces groupes, il y a peu d'autres groupes compas qui avaient de bons arrangements. Et Mhm. même Skacha a commencé à avoir de bons arrangements à partir de l'arrivée de Ernst Emil. Mais aujourd'hui, même sans des arrangeurs chevronnés, avec ce qu'ils ont en main comme instruments électroniques, ils peuvent, avec l'ordinateur, ils peuvent faire des arrangements, c'est-à-dire que c'est un facilitateur. Mhm. Évidemment, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Je l'avoue. Enfin, certains d'entre eux peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Et on l'a vu avec Joey Dutfilet. Joey Dutfilet a fait une musique en apparence banale, mais qui fait danser le monde entier. Ah ouais, c'est le cas. C'est le Oui, cas. oui. Donc, alors, donc, je vous laisse là-dessus pour continuer. Il me reste encore quelques données à vous apporter. Donc, euh, en résumé, les mouvements DJ à travers le monde, notamment ceux qui utilisaient les boîtes à rythme, ont révolutionné euh, le- la musique et évidemment, nous aussi, dans notre compas. Et Haïti a toujours c'est toujours adapté. Cette résilience Mhm. culturelle, et notamment le compas qui a 70 ans le prouve, on s'est toujours adapté à ce qui venait de l'extérieur en termes d'influence, en termes de technologie. Et donc, euh, ainsi, et une autre révolution dans la musique haïtienne, c'est que il y a un marché parallèle
au HMI. Le HMI, c'est des groupes comme le Grand Ténor, comme Classe, Mhm. Ali La Rivière, Mhm. No Look, Zafem, etc. Mais le compas Gouillade, qu'on peut peut-être mettre avec l'arrivée de deux personnalités. C'est Cinq-Lan et J-Beats. Mhm. Ils ont, ils ont pris un autre circuit qui est les réseaux sociaux. Cinq-Lan et J-Beats sont des artistes haïtiens très talentueux, extrêmement talentueux. Cinq-Lan, dont le vrai nom est Junior Jean Bélizer, c'est un DJ, Mhm. dans le même style que Tiesto, et David Guetta, et Bob Sinclair. Et il est un chanteur, compositeur et producteur haïtien. Je parle de Cinq-Lan. Mhm. Et il a fondé son groupe en 2009. Et il est connu pour son style musical unique qui fusionne les rythmes traditionnels haïtiens avec des influences contemporaines, quelle que soit l'influence. Okay? D'accord. Et dernièrement, il a sorti un album, ça s'appelle Gouillade de Didi. Bon, c'est ce que vous voulez. C'est peut-être, mais c'est un album qui marche sur les réseaux sociaux. Ça fait. Alors, mais c'est là comment ils ont commencé et on est toujours dans les racines du compas. Et sachez que le, la musique, c'est comme l'océan. Toutes sortes de courants traversent l'océan. Et Cinq-Lan a commencé à sampler. Sampler, ça veut dire reprendre des échantillons du Zouk Love. Mhm. Le Zouk Love qui a influencé le compas pour donner le compas Love. Mhm. Et le compas Love qui a pris une autre tournure avec le compas Gouillade. Donc, euh, maintenant, il prenait des chansons, des Zouk Love et mettait de la guitare compas sur le Zouk Love. Mhm. Au début, c'était OK. Mais au fur et à mesure, ils ont progressé et ils ont commencé à faire des featuring avec des groupes comme Karimi. Mhm. Et ils ont une chanson, le titre c'est Iliad. Mais cette chanson, c'est du tonnerre. Tu ne peux pas, Vivre si de terre. tu ne peux pas écouter cette chanson et si on joue cette chanson et tu es à proximité, tu vas bouger. Si Yeah. tu ne bouges pas, c'est que tu es mort. Donc, Ouais. c'est littéralement euh, euh, dément. Et Mika Ben aussi collaborait beaucoup avec Cinq-Lan. Donc, il y a cette influence zouk qui est venue. Alors, nous, les Haïtiens, le zouk a pris du compas et l'effet boomerang aussi. C'est Euh, ça. oui, Aller-retour, aller-retour, hein? aller-retour, aller-retour. Et donc, c'est vraiment l'océan, ça bouge. Et il y a aussi Monsieur J-Beat. J-Beat, quant à lui, est un artiste polyvalent qui est chanteur, compositeur, producteur, beatmaker, arrangeur et guitariste. Guitariste, c'est le nouveau mot pour ceux qui font qui joue le keyboard. Il a sorti plusieurs albums. Allô, bonjour, Enjoy Life, You Can Do It. Et d'ailleurs, You Can Do It, qui est un titre engagé, et où il encourage les femmes, le mouvement des femmes à poursuivre leurs ambitions. D'ailleurs, J-Beat a beaucoup de featuring avec les figures les plus connues, les figures féminines les plus connues. Et donc, et tout ça, c'est rendu possible grâce à l'ordinateur qui permet qu'on peut être à un endroit et travailler avec des gens qui sont partout sur la planète. Et en plus, il y a réduction de coûts. Les instruments électroniques et les systèmes de sonorisation sont souvent moins chers que les instruments acoustiques traditionnels. Il y a la flexibilité. Les sons électroniques peuvent être facilement modifiés et adaptés en fonction de l'espace et du public. Donc, c'est une révolution. En termes de qualité de son, les systèmes de synchronisation modernes peuvent produire un son de haute qualité qui est comparable à celui des instruments acoustiques. De plus en plus, on se rapproche des instruments acoustiques. D'ailleurs, ce que je vais vous dire là va peut-être vous choquer. Aujourd'hui, en 2025, les grands orchestres de musique classique utilisent des
pas des beatmakers quand même, mais ils utilisent des sons électroniques dans leurs concerts. L'orchestre de Paris, ok? L'orchestre de Paris a utilisé des instruments électroniques dans une interprétation de la symphonie numéro 3 de Mahler. Donc, de quoi faire euh, prendre une crise cardiaque par les puristes. Le pianiste Lang Lang est d'origine chinoise, qui est fameux, un des plus grands pianistes classiques. Il a utilisé des instruments électroniques dans un concert à Pékin. Le compositeur, alors je donne des noms connus. Thomas Hades a utilisé des sons électroniques dans son opéra de Exterminating Angel. Donc, dans un opéra, d'accord? Donc, il est important de noter que certains puristes de la musique classique sont opposés à l'utilisation de sons électroniques, arguant que cela altère la qualité, l'authenticité de la musique. Ils ont peut-être raison, mais il faut vivre avec son temps. Et maintenant, le compas est un genre musical qui évolue constamment et qui offre une grande diversité de styles et de tendances. On voit effectivement l'émergence de plusieurs tendances simultanément, comme le compas gouillade, qui est très populaire. Aussi, les groupes de grands formats comme Tropicana et Septentrional du Nord d'Haïti qui continuent de faire danser des foules. D'autres comme T-Vice, Sky, Vibe et Zafem apportent également leur touche personnelle au compas. Cette diversité est une source, est une force, pardon, pour le compas, car elle permet de toucher un public plus large et de renouveler le genre. Il est également intéressant de noter que le compas est devenu un symbole de l'identité haïtienne et qu'il est célébré dans le monde entier. Euh, Maintenant, je vais passer à la partie plutôt commerciale, parce que il faut vivre. Hein. Donc, en fait, la reconnaissance du compas par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité est un exemple de la reconnaissance internationale. Mais ça ne garantit pas le succès financier. Cette consécration est un grand pas en avant pour la musique haïtienne. Cela peut faciliter l'accès aux marchés mondiaux, mais il faut comprendre comment cela fonctionne. Et c'est ce qui nous a toujours manqué. On n'a jamais su comment cela fonctionnait. Et c'est la différence qui fait que c'est Joe Edouard Filet qui a un disque d'or et non pas son idole, Harley Larivière. Okay? Harley Larivière est sans doute aussi, sinon plus talentueux que Joey. Okay? Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, moi, ce que je dis, c'est que oui, et nous avons maintenant une visibilité. Le label UNESCO, c'est comme euh, une carte de visite qui va nous aider à établir notre crédibilité, en fait, la crédibilité du compas sur la scène mondiale. Ça va amener des financements. L'UNESCO peut fournir des financements pour des projets de préservation et de promotion du compas, ce qui peut aider à soutenir les artistes et les producteurs. Et Serge Rosenthal parlait tout à l'heure qu'il faisait des miracles avec très peu de moyens, mais là, on peut aller chercher les moyens. Et comment maintenant conquérir les marchés mondiaux? Évidemment, je n'ai pas une recette, sinon je m'a fait beaucoup de moins, et puis je fait comme. Mais euh, il y a des stratégies marketing qui peuvent nous aider. Il faut développer une stratégie de marketing ciblée pour atteindre les publics internationaux. Il faut aussi, il faut pas avoir peur des partenariats. Il est important de nouer des partenariats avec des acteurs de l'industrie musicale mondiale, des labels, des distributeurs, des promoteurs. Hein, vous voyez, Joël Filet, il est en train de faire des featuring, des duos avec presque tout le monde. Et ensuite, ce que je prône, c'est de commencer par les marchés naturels. L'Afrique, les Antilles, le Panama, la Colombie, la Nouvelle-Calédonie. C'est une excellente façon, ce serait une excellente façon de continuer à promouvoir le compas.
ces régions ont déjà une affinité culturelle avec la musique haïtienne et ont accueilli des artistes comme Tabou Combo, Coupé Cloué, Alan Kavé, Karimi, etc. Donc, comprendre les spécificités de chaque marché et adapter la stratégie pour maximiser nos chances de succès, c'est ce qu'il faut. L'Afrique est un marché en pleine croissance, avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, qui sont c'est des hubs musicaux importants. Donc, sans compter d'autres pays comme le Congo et un pays comme enfin, l'Afrique lusophone qui sont qui adorent le zouk. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ressemblant au zouk que le compas? Hein? Donc, les Antilles, qui sont une région avec une forte influence de culture haïtienne et du compas, le Panama, un marché clé pour Tabou Combo et d'autres groupes comme Magnum était très apprécié, Dixie Ben était très apprécié au Panama. Donc, il faut construire la route de la soie musicale haïtienne. Waouh! Parce que il y a des endroits où on est attendu, il y a des endroits où on est connu. En Colombie, Colombiens auraient yo, enfin, ceux qui savent, enfin, Colombie, Paraguay et Venezuela, bon, on va attendre ce que Trump va faire avant d'aller au Venezuela, mais tous ces pays sont prêts. N'oubliez pas qu'Assav, avec Un Toque Latino, ils ont fait un album en espagnol juste pour le marché euh, latin. Donc, il faut peut-être commencer à produire en espagnol. Ce sont nos voisins. Notre sonorité ne va pas les choquer. Du tout Donc, pas. et on voit même que le compas avec la danse commence à marcher à travers le monde. Donc, la musique n'a qu'à suivre. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français avec une forte présence de musique haïtienne. Donc, en ciblant les marchés, on peut capitaliser sur l'existant, profiter de la popularité du compas dans ces régions et étendre l'audience. C'est développer les réseaux avec certains partenaires. Donc, l'avenir est beau et la musique, elle est magnifique. Donc, Elle est magnifique. elle est magnifique. Et maintenant, c'est aux hommes et femmes de, de profiter de cette manne que nous a laissé euh, Neumond Jean-Baptiste, Serge Rosenthal, euh, euh, Dadou Pasquet euh, et tous les autres. Donc, on peut faire des choses. On peut faire des choses. De Merci toute beaucoup. façon, agréablement merci. Et Ali, pour cette magnifique présentation avec un tour d'horizon et autour d'une part de la représentation de cette musique, notamment dans les Antilles. Et surtout, j'aime bien ce thème, c'est comme l'océan et la musique, c'est-à-dire on est tous connectés Tout à et fait. Parce que interconnectés. Donc, et ça, c'est